Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la question de la capacité des États-Unis à diriger le monde ne s'est jamais posée avec autant d'insistance qu'aujourd'hui, car pendant des décennies la domination américaine s'est imposée comme un fait presque naturel, reposant sur une combinaison unique de puissance militaire, de suprématie économique, d'influence culturelle et de leadership institutionnel, une architecture globale façonnée à Washington et acceptée, parfois à contre-cœur, par une grande partie de la planète, mais cette évidence s'est progressivement fissurée au fil des crises, des guerres, des mutations économiques et des transformations technologiques, jusqu'à faire émerger un doute central: l'Amérique peut-elle encore diriger le monde seule, ou est-elle désormais confrontée à des limites structurelles qui rendent ce modèle obsolète? Pour comprendre cette interrogation, il faut d'abord revenir sur ce que signifie diriger le monde, car il ne s'agit pas uniquement de disposer de la première armée ou du plus grand produit intérieur brut, mais d'être capable d'imposer des règles, de définir les normes, de stabiliser les équilibres et d'exercer une autorité reconnue, voire acceptée, par les autres puissances, et c'est précisément sur ce terrain de la légitimité et de la durabilité que la domination américaine est aujourd'hui mise à l'épreuve. Après 1945, les États-Unis émergent comme la seule grande puissance intacte économiquement et militairement. L'Europe est dévastée, l'URSS est victorieuse mais épuisée, l'Asie est en reconstruction, et Washington profite de cette situation pour bâtir un ordre international fondé sur des institutions multilatérales comme l'ONU, le FMI, la Banque mondiale et plus tard l'OTAN, un ordre qui, tout en se présentant comme universel, reflète largement les intérêts et les valeurs américaines: démocratie libérale, économie de marché, libre-échange, sécurité collective sous leadership américain, pendant la guerre froide. Cette domination est contestée par l'Union soviétique, mais elle reste structurante, car même dans un monde bipolaire, les États-Unis dirigent un camp cohérent, riche, technologiquement avancé et culturellement influent, et lorsque l'URSS s'effondre en 1991, l'Amérique se retrouve dans une situation inédite, celle d'une hyperpuissance sans rival stratégique direct, un moment que certains analystes décrivent comme la fin de l'histoire, l'idée que le modèle libéral occidental a définitivement triomphé. Dans les années 1990 et au début des années 2000, cette conviction alimente une politique étrangère ambitieuse, parfois interventionniste, persuadée que la puissance américaine peut remodeler le monde, promouvoir la démocratie et assurer la stabilité globale, mais cette phase porte aussi en elle les germes du doute actuel, car les interventions militaires en Afghanistan et en Irak, présentées comme nécessaires pour la sécurité internationale, révèlent progressivement les limites de la force américaine. La supériorité militaire ne se traduit pas automatiquement par un succès politique durable, les guerres s'enlisent, les coûts humains et financiers explosent, et l'image des États-Unis se dégrade dans de nombreuses régions du monde. En parallèle, la mondialisation économique, largement encouragée par Washington, transforme l'équilibre des puissances. La Chine devient l'atelier du monde, accumule des réserves financières colossales, investit dans les infrastructures, la technologie et la défense, et commence à proposer une alternative partielle au leadership américain, tandis que d'autres acteurs comme l'Inde, le Brésil ou la Turquie cherchent à affirmer une autonomie stratégique. Ce contexte marque le passage progressif d'un monde unipolaire à un monde multipolaire ou du moins polycentrique, dans lequel les États-Unis restent la première puissance mais ne sont plus les seuls à influencer les grandes dynamiques mondiales. La question n'est donc pas seulement de savoir si l'Amérique est encore puissante, car elle l'est indéniablement, mais si cette puissance peut encore s'exercer de manière solitaire, sans coalition solide et sans partage du leadership. Sur le plan militaire, les États-Unis conservent un avantage considérable. Leur budget de défense dépasse celui de plusieurs grandes puissances réunies, leur réseau de bases militaires est mondial, leur capacité de projection reste inégalée, cependant cette supériorité est de plus en plus contestée. Sur des terrains asymétriques et technologiques, cyberattaques, guerre de l'information, drones, missiles hypersoniques, domaines dans lesquels des acteurs moins puissants peuvent infliger des coûts élevés, rendant toute intervention plus risquée et politiquement plus sensible. Sur le plan économique, l'Amérique demeure un pilier central du système mondial, le dollar reste la principale monnaie de réserve, Wall Street est un centre financier incontournable, les entreprises américaines dominent de nombreux secteurs clés, de la technologie à l'aéronautique, mais là encore des signes de fragilité apparaissent, la dépendance à l'endettement, les tensions commerciales, la concurrence chinoise et européenne,
Et les débats internes sur le protectionnisme affaiblissent la capacité de Washington à dicter seule les règles du commerce mondial, la puissance normative américaine, c'est-à-dire la capacité à imposer des standards juridiques, technologiques et éthiques, est elle aussi contestée. L'Union européenne s'affirme sur le terrain de la régulation, notamment numérique et environnementale, la Chine promeut ses propres normes dans les infrastructures et les technologies, et de nombreux pays du Sud global cherchent à diversifier leurs partenariats pour éviter une dépendance excessive à l'égard de Washington, mais peut-être que le facteur le plus déterminant réside dans la dimension intérieure, car diriger le monde suppose une cohésion nationale, une vision stratégique claire et un consensus minimal sur le rôle international du pays. Or les États-Unis traversent une période de polarisation politique intense, les divisions internes, les crises institutionnelles, les débats sur l'identité nationale et les priorités économiques réduisent la marge de manœuvre des dirigeants américains sur la scène internationale. Chaque changement d'administration peut entraîner une inflexion radicale de la politique étrangère, remettant en cause des engagements pris quelques années plus tôt. Ce manque de continuité alimente la méfiance des alliés et l'opportunisme des adversaires. La question de la solitude américaine se pose donc aussi en termes d'alliance, car historiquement la force de Washington ne résidait pas seulement dans sa puissance propre, mais dans sa capacité à fédérer, à entraîner et à rassurer. Aujourd'hui l'OTAN reste un pilier central de la sécurité occidentale, mais les débats sur le partage du fardeau, l'autonomie stratégique européenne et la fiabilité de l'engagement américain montre que même les alliances les plus solides sont soumises à des tensions. En Asie, le réseau de partenariat avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde vise à contenir la montée en puissance chinoise, mais il repose sur des équilibres délicats, chaque partenaire ayant ses propres intérêts et ses propres lignes rouges. Dans ce contexte, diriger seul apparaît de plus en plus comme une illusion, car les défis globaux contemporains dépassent la capacité d'action d'un seul État. Le changement climatique, les pandémies, la régulation de l'intelligence artificielle, la sécurité alimentaire et énergétique sont des enjeux transnationaux qui nécessitent une coordination multilatérale. Même la première puissance mondiale ne peut y répondre efficacement sans coopération. Pourtant la tentation du leadership solitaire persiste dans certains discours politiques américains, nourris par la nostalgie d'un âge d'or de domination incontestée et par la perception que le partage du pouvoir équivaut à un affaiblissement, mais cette vision se heurte à la réalité d'un monde plus fragmenté, plus contestataire et plus conscient de ses propres intérêts. La capacité de l'Amérique à diriger le monde dépend donc de sa faculté à redéfinir ce que signifie diriger, non plus imposer un ordre de manière unilatérale, mais construire des coalitions flexibles, accepter la négociation, reconnaître la légitimité d'autres acteurs et investir dans la crédibilité de ses engagements. Car sans confiance le leadership se vide de sa substance. La question centrale n'est peut-être pas de savoir si l'Amérique peut encore diriger le monde seule, mais si elle peut apprendre à diriger autrement. Dans un environnement où la puissance brute ne suffit plus et où l'influence se mesure autant à la capacité d'écoute qu'à la force de dissuasion, et cette transformation, si elle a lieu, déterminera largement la place des États-Unis dans le système international des décennies à venir. Dans cette perspective, la suite logique de l'analyse consiste à observer comment les perceptions extérieures de la puissance américaine ont évolué, car diriger le monde ne relève pas uniquement d'une capacité matérielle mais aussi d'un regard porté par les autres acteurs. Or ce regard est devenu plus ambivalent, plus critique et parfois plus défiant. Dans de nombreuses régions du globe, l'Amérique n'est plus perçue comme le garant désintéressé d'un ordre stable mais comme une puissance poursuivant avant tout ses propres intérêts, ce qui n'est pas en soi exceptionnel dans l'histoire des relations internationales mais qui fragilise la prétention à un leadership moral. Au Moyen-Orient par exemple, les interventions américaines ont laissé un héritage complexe. La chute de régimes autoritaires n'a pas toujours débouché sur la stabilité ou la démocratie promise, et les populations locales associent souvent la présence américaine à l'instabilité, à la violence et à des jeux d'influence régionaux. En Afrique, la relation avec Washington oscille entre coopération sécuritaire, aide au développement et méfiance vis-à-vis d'une politique jugée fluctuante et parfois instrumentale, tandis que la Chine avance une stratégie alternative fondée sur les investissements et les infrastructures. En Amérique latine, l'histoire des ingérences américaines continue de peser sur les perceptions, alimentant un discours souverainiste qui remet en cause la légitimité d'un leadership unilatéral venu du Nord. En Europe même, pourtant allié historique, le regard s'est nuancé. La protection américaine reste essentielle sur le plan militaire mais la dépendance stratégique est de plus en plus questionnée.
Notamment après les chocs politiques internes aux États-Unis qui ont fait craindre un désengagement brutal ou conditionnel, cette évolution des perceptions souligne un point fondamental, la capacité de diriger seul suppose une adhésion minimale des autres, ou à défaut une acceptation résignée. Or cette acceptation s'effrite à mesure que les alternatives se multiplient. Le monde contemporain offre davantage d'options diplomatiques, économiques et militaires aux États qui souhaitent échapper à une tutelle unique. La multipolarité n'est pas seulement une réalité de puissance, elle est aussi une réalité de choix, et face à cette dynamique, l'Amérique se retrouve confrontée à un dilemme stratégique, soit elle tente de préserver un leadership solitaire en recourant davantage à la contrainte, au risque d'accélérer les résistances, soit elle accepte une forme de partage du pouvoir qui peut sembler, à court terme, comme un renoncement mais qui pourrait, à long terme, renforcer la stabilité de l'ordre international. Cette tension traverse les débats à Washington, entre ceux qui estiment que tout compromis est un signe de faiblesse et ceux qui considèrent que l'adaptation est la condition de la survie du leadership. Le cas de la Chine illustre parfaitement ce dilemme. Pékin ne cherche pas nécessairement à remplacer immédiatement les États-Unis comme puissance hégémonique globale, mais plutôt à réduire l'influence américaine dans sa sphère régionale et à proposer des cadres alternatifs de coopération. Face à cela, la stratégie américaine oscille entre confrontation, contentement et tentative de dialogue, sans ligne parfaitement stable, ce qui renforce l'impression d'un leadership hésitant, incapable de décider s'il doit diriger par la force, par l'exemple ou par la négociation. Sur le plan technologique, la compétition est tout aussi révélatrice. Les États-Unis ont longtemps dominé l'innovation mondiale, mais aujourd'hui la course à l'intelligence artificielle, aux semi-conducteurs, à la 5G et aux technologies vertes se joue dans un espace globalisé où aucun acteur ne peut avancer seul sans dépendance critique. Les sanctions technologiques, les restrictions commerciales et les politiques de découplage montrent à quel point la tentative de diriger unilatéralement se heurte aux interdépendances créées par la mondialisation. Même la puissance américaine ne peut se couper du reste du monde sans en subir des conséquences internes, ce qui ramène encore une fois à la dimension domestique, car le leadership extérieur est indissociable de la solidité intérieure. Les inégalités économiques, la désindustrialisation de certaines régions, les tensions raciales et les débats sur l'immigration nourrissent un sentiment de fatigue impériale. Une partie de l'opinion publique américaine se demande pourquoi le pays devrait continuer à porter le poids du monde alors que des problèmes majeurs persistent à l'intérieur. Cette fatigue se traduit politiquement par un scepticisme croissant à l'égard des engagements internationaux, ce qui limite la capacité des dirigeants à agir seuls sans soutien populaire. Dans ce contexte, la question de savoir si l'Amérique peut encore diriger le monde seule devient presque secondaire par rapport à une autre interrogation: l'Amérique veut-elle encore diriger le monde seule ? Car la volonté politique est un facteur aussi déterminant que la puissance matérielle, et cette volonté semble aujourd'hui fragmentée, oscillante, parfois contradictoire. Certains courants politiques prônent un recentrage national, d'autres défendent un engagement international fort et conditionné. Rarement une vision claire et consensuelle se dégage sur la durée. Or un leadership solitaire exige constance et prévisibilité, deux qualités de plus en plus difficiles à maintenir dans le système politique américain actuel. Cela ne signifie pas pour autant que les États-Unis sont condamnés à un déclin irréversible ou à une marginalisation, mais plutôt que leur rôle évolue. La puissance américaine reste centrale dans la gestion des crises majeures, qu'il s'agisse de conflits armés, de sanctions économiques ou de médiation diplomatique. Aucun autre acteur ne dispose d'une capacité équivalente à mobiliser rapidement des ressources à l'échelle globale. Cependant, cette centralité ne se traduit plus automatiquement par une capacité à imposer des solutions unilatérales. Chaque initiative américaine est désormais scrutée, négociée, parfois bloquée ou contournée, ce qui oblige Washington à composer, à convaincre et à accepter des compromis. Dans cette optique, diriger seul apparaît moins comme une réalité que comme un mythe hérité du moment unipolaire des années 1990, un mythe qui continue d'influencer les discours mais qui correspond de moins en moins aux dynamiques concrètes du système international. La transition vers un leadership partagé ou coopératif est cependant loin d'être achevée. Elle se heurte à des résistances internes et externes, à des rivalités de puissance et à des crises imprévues qui ravivent les réflexes unilatéraux, mais elle semble être la seule voie compatible avec la complexité du monde actuel. Ainsi, la question posée au départ ne trouve pas de réponse simple ou définitive. L'Amérique peut encore influencer profondément le cours des affaires mondiales. Elle peut initier, orienter et parfois arbitrer, mais diriger seule, au sens d'imposer durablement sa volonté sans contrepoids significatif, apparaît de plus en plus improbable.
Non pas en raison d'un effondrement de sa puissance, mais parce que le monde qu'elle a contribué à créer est devenu trop divers, trop interconnecté et trop conscient de ses propres capacités pour accepter une direction solitaire, et c'est dans cette tension entre héritage hégémonique et réalité multipolaire que se joue désormais l'avenir du rôle américain sur la scène internationale. Cette évolution impose également de s'interroger sur la nature même du leadership américain et sur les outils par lesquels il s'est historiquement exercé, car diriger le monde n'a jamais signifié uniquement donner des ordres mais aussi façonner des récits, créer des horizons communs et offrir une vision capable de rallier au-delà des intérêts immédiats. Pendant une grande partie du XXe siècle, l'Amérique a su incarner un récit puissant, celui de la liberté, de la prospérité et du progrès, un récit relayé par sa culture, son cinéma, ses universités, ses innovations et son attractivité migratoire. Ce soft power a souvent été aussi décisif que la force militaire ou économique. Il permettait à Washington de diriger sans toujours contraindre, de convaincre sans toujours imposer. Or aujourd'hui ce capital symbolique est lui aussi soumis à l'érosion, les crises internes, les violences politiques, les débats sur l'état de la démocratie américaine et les images de polarisation extrême diffusées à l'échelle mondiale fragilisent l'exemplarité du modèle. Sans exemplarité, le leadership solitaire perd une partie de sa légitimité, car pourquoi suivre un pays qui peine à résoudre ses propres contradictions? Cette question est de plus en plus posée dans les cercles intellectuels et politiques à travers le monde, non pas par hostilité systématique mais par réalisme. En parallèle, les réseaux sociaux et la révolution de l'information ont profondément modifié la circulation des récits. L'Amérique ne contrôle plus l'agenda médiatique global comme elle le faisait autrefois. Chaque action, chaque contradiction, chaque échec est immédiatement amplifié, commenté, contesté, ce qui réduit la capacité à imposer une lecture unique des événements. Dans ce contexte, diriger seul devient aussi un défi narratif, car le pouvoir passe par la capacité à définir le sens des actions entreprises, et cette capacité est désormais partagée, fragmentée, parfois disputée par des acteurs étatiques et non étatique. Cette fragmentation du récit mondial s'accompagne d'une fragmentation du pouvoir économique. Les chaînes de valeur globales ont créé des interdépendances complexes. Aucun pays, pas même les États-Unis, ne peut aujourd'hui produire seul l'ensemble des biens et technologies dont il dépend. Cette réalité limite de facto la possibilité d'un leadership solitaire, car toute décision unilatérale a des répercussions internes. Les sanctions économiques, par exemple, sont devenues un outil centrale de la politique américaine, mais leur usage répété incite d'autres acteurs à chercher des alternatives au système financier dominé par le dollar. Même si ces alternatives restent limitées, elles traduisent une volonté de réduire la vulnérabilité face à une puissance perçue comme trop dominante. Paradoxalement, plus Washington utilise ces leviers unilatéraux, plus il accélère la recherche de mécanismes de contournement, ce qui à long terme peut affaiblir les fondations mêmes de son leadership. Cette dynamique se retrouve également dans le domaine énergétique. Longtemps, les États-Unis ont joué un rôle clé dans la sécurité énergétique mondiale. Aujourd'hui, la transition vers les énergies renouvelables redistribue les cartes. De nouveaux acteurs deviennent centraux, que ce soit par la maîtrise des technologies vertes ou par le contrôle des ressources critiques comme les métaux rares. Là encore, le leadership solitaire se heurte à la réalité d'un système où la coopération et la coordination sont indispensables pour éviter des crises majeures, mais peut-être que l'un des aspects les plus révélateurs de cette transformation réside dans la gestion des crises internationales récentes, qu'il s'agisse de conflits armés, de tensions commerciales ou de crises sanitaires. Les États-Unis jouent presque toujours un rôle majeur, mais rarement exclusif. Ils initient, soutiennent, influencent, mais doivent composer avec des partenaires, des rivaux et des institutions internationale. La pandémie de Covid par exemple a mis en lumière à la fois la capacité scientifique et industrielle américaine et les limites d'une réponse fragmentée. Aucun pays n'a pu gérer seul une crise d'une telle ampleur, et les tentatives de repli national ont souvent aggravé les déséquilibres. Cette expérience collective a renforcé l'idée que le leadership du XXIe siècle ne peut être qu'interdépendant, même pour la première puissance mondiale. Pourtant, accepter cette réalité implique un changement profond de mentalité stratégique, car cela suppose de renoncer à l'illusion du contrôle total, d'accepter l'incertitude et de partager la responsabilité, ce qui est politiquement coûteux dans un système où l'opinion publique exige des résultats rapides et visibles. La tentation du leadership solitaire persiste donc comme une réponse simplificatrice à un monde complexe. Elle offre une illusion de clarté et de maîtrise, mais cette illusion se heurte sans cesse à la réalité des faits.
Chaque crise rappelle que la puissance américaine, aussi considérable soit-elle, n'est plus suffisante pour structurer seule l'ordre mondial. Cette prise de conscience progresse lentement, souvent à travers des échecs ou des impasses, mais elle transforme déjà la manière dont Washington conçoit ses priorités. L'accent mis sur les partenariats, les coalitions ad hoc et les alliances thématiques témoignent d'une adaptation pragmatique, même si le discours officiel continue parfois de revendiquer un leadership sans partage. En définitive, la question de savoir si l'Amérique peut encore diriger le monde seule renvoie à une tension entre capacité, volonté et acceptation. La capacité existe encore en grande partie, la volonté est fluctuante, et l'acceptation internationale est de plus en plus conditionnelle. C'est dans cet espace de tension que se dessine le futur, non pas celui d'un retrait américain mais celui d'une redéfinition de son rôle, un rôle moins solitaire, plus négocié, plus contesté, mais peut-être plus durable s'il parvient à s'adapter aux réalités d'un monde qui n'attend plus un chef unique mais une coordination efficace entre puissances conscientes de leurs limites respectives. Cette redéfinition du rôle américain oblige également à examiner la question du temps long, car diriger le monde ne se mesure pas seulement à l'aune des crises immédiates mais à la capacité de structurer des dynamiques durables. Or l'un des défis majeurs auxquels les États-Unis sont confrontés réside dans la discordance croissante entre le rythme rapide de la politique intérieure et le temps long des équilibres internationaux, les cycles électoraux courts, la polarisation médiatique et la pression constante de l'opinion publique rendent difficile l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies cohérentes sur plusieurs décennies. Cette instabilité stratégique affaiblit la crédibilité d'un leadership solitaire, car les partenaires hésitent à s'aligner pleinement sur une puissance dont les orientations peuvent changer radicalement d'une administration à l'autre. Cette fragilité temporelle contraste avec l'approche de certains concurrents stratégiques qui privilégient des plans à long terme, investissant patiemment dans des infrastructures, des alliances régionales et des dépendances économiques, sans chercher nécessairement des résultats immédiats. Dans ce contexte, l'Amérique conserve des atouts considérables mais doit faire face à une forme de décalage structurel entre ses capacités et sa capacité à les projeter de manière constante. Cette difficulté se manifeste aussi dans la gestion des institutions internationales, longtemps considérées comme des instruments naturels du leadership américain. Aujourd'hui, ces institutions deviennent des arènes de négociation et parfois de contestation. Les États-Unis y restent influents mais ne peuvent plus y imposer seuls leurs décisions. Chaque vote, chaque résolution, chaque réforme devient le résultat de compromis complexes, ce qui alimente parfois un sentiment de frustration à Washington. Certains responsables politiques interprètent cette résistance comme une perte d'autorité, alors qu'elle reflète surtout une transformation du système international vers une plus grande pluralité d'intérêts et de voix. Accepter cette pluralité est une condition essentielle pour exercer un leadership crédible, mais elle entre en tension avec une culture stratégique historiquement fondée sur la primauté et l'exceptionnalisme. Cette notion d'exceptionnalisme américain, profondément ancrée dans l'imaginaire national, joue un rôle ambivalent. Elle a longtemps nourri l'ambition et la confiance nécessaires pour assumer un rôle mondial, mais elle peut aussi devenir un obstacle à l'adaptation, en renforçant l'idée que toute limitation du pouvoir américain est intrinsèquement injuste ou temporaire. Cette perception complique l'acceptation d'un monde où la puissance est plus diffuse et où l'influence doit être constamment négociée. Sur le plan militaire, cette tension se traduit par une multiplication des engagements périphériques, des opérations limitées mais prolongées, qui mobilisent des ressources sans produire de gains stratégiques décisifs. Ces engagements illustrent la difficulté de diriger seul dans un environnement où les conflits sont fragmentés, hybrides et souvent enracinés dans des dynamiques locales que la puissance extérieure ne peut pas contrôler entièrement. Chaque retrait partiel est interprété comme un signe de faiblesse, chaque maintien comme une preuve d'enlisement. Ce dilemme permanent érode la confiance dans la capacité américaine à imposer seule des solutions durables. Sur le plan économique, la même logique s'applique. Les tentatives de réindustrialisation, de sécurisation des chaînes d'approvisionnement et de protection des industries stratégiques répondent à des préoccupations légitimes, mais elles révèlent aussi une prise de conscience des limites du modèle de mondialisation qui avait soutenu le leadership américain. Cette inflexion vers plus de souveraineté économique, si elle est partagée par d'autres puissances, réduit mécaniquement la capacité d'un seul acteur à définir les règles du jeu global. Elle annonce un monde plus segmenté, où les zones d'influence économique se superposent sans se confondre. Dans un tel monde, diriger seul devient non seulement difficile mais contre-productif, car la stabilité repose davantage sur l'équilibre que sur la domination. Cette réalité se reflète également dans les attentes des nouvelles générations à travers le monde. Les jeunes publics, y compris aux États-Unis, sont souvent moins sensibles aux récits traditionnels
de puissance et plus attentif aux enjeux de justice sociale, d'environnement et de coopération globale, ces attentes redéfinissent les critères de légitimité du leadership. Un pays qui prétend diriger seul sans répondre à ses préoccupations risque de perdre son attractivité et son influence. Cette évolution générationnelle suggère que le leadership du futur sera évalué moins sur la capacité à contraindre que sur la capacité à coordonner et à inspirer. Dans ce cadre, l'Amérique dispose encore d'un potentiel immense, notamment grâce à son système universitaire, à sa capacité d'innovation et à la diversité de sa société, mais ce potentiel ne peut se déployer pleinement que dans une logique d'ouverture et de partenariat, non dans une posture de direction solitaire. Ainsi, au fil de cette analyse, une conclusion implicite se dessine. La question initiale ne peut recevoir qu'une réponse nuancée. L'Amérique peut encore jouer un rôle central, structurant et parfois décisif dans les affaires mondiales, mais la possibilité de diriger seul, au sens d'imposer durablement une vision et des règles sans partage, apparaît de plus en plus incompatible avec les réalités contemporaines. Ce constat n'est ni une condamnation ni un appel au retrait, mais une invitation à repenser le leadership comme un exercice collectif, dans lequel la puissance américaine, loin de disparaître, pourrait trouver une nouvelle forme d'expression, plus adaptée à un monde complexe, interdépendant et résolument pluraliste.